Donc bonjour à tous. Je suis très contente de faire cette présentation aujourd'hui. Je voulais juste commencer par un tout petit aparté avant de débuter. C'est que le titre de la présentation, c'est comment surmonter la peur de l'hypo. Alors ça peut être un peu présomptueux en une demi-heure. Donc l'idée, enfin mon objectif, c'est vraiment de vous montrer ce qui a été prouvé par la science et dans les articles scientifiques sur ce qui peut en tout cas au moins diminuer quand on a une grande peur de l'hypoglycémie, ce qui peut diminuer cette peur. Et donc vous verrez qu'en bas de mes diapositives, il y a souvent les citations des articles en question. Donc si vous pouvez tout à fait vous y référer, on peut les trouver sur Internet. Donc voilà, ça vous permet de savoir où j'ai été chercher mes informations. Donc voilà, maintenant on peut vraiment commencer tout ça. Donc je vais commencer par un petit peu d'histoire. Donc vous savez tous hein, que le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune qui va induire la destruction des cellules qui sécrètent l'insuline, qui est donc la molécule qui fait baisser le sucre dans le sang. Et ce que vous savez probablement aussi, c'est que l'insuline, elle avait été isolée il y a un peu plus de 100 ans maintenant au Canada. Et que donc, quand on a enfin pu utiliser l'insuline comme traitement, ça a transformé la maladie, le diabète de type 1 et son pronostic. Le problème, c'est que, effectivement, on a permis de rendre l'hyperglycémie, donc les hauts taux de glucose, gérables. Et puis finalement, en fait, on a permis aux enfants et aux adolescents qui avaient un diabète de type 1 de vivre une vie globalement normale. Le problème, c'est que l'utilisation de cette insuline, a aussi été accompagnée d'effets négatifs qui étaient notamment la survenue des hypoglycémies qu'on connaissait quasiment pas jusque-là. Alors évidemment, depuis, les insulines, elles ont quand même beaucoup évolué, elles sont plus faciles d'utilisation, elles sont plus adaptées à la vie de tous les jours, etc. Mais l'hypoglycémie, ça reste un problème qui est très fréquent aujourd'hui et qui peut avoir un impact très important sur la vie de tous les jours. Donc, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà vécu une hypoglycémie, vous savez ce que c'est. Mais je fais juste un mini résumé des symptômes pour que tout le monde ait à peu près les mêmes notions. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que quand la glycémie, elle passe, donc quand le taux de sucre, il descend en dessous de 3,8 millimoles, on commence à avoir le cœur qui bat trop vite, les tremblements, les sueurs, etc. Ça s'appelle des signes adrénergiques. Un signe qu'il y a un stress sur le corps. Et ensuite, si le sucre il continue de baisser et qu'il arrive en dessous de 3 millimoles à peu près, en moyenne, on va avoir ce qu'on appelle les signes neuroglucopéniques qui montrent en fait que le cerveau il a plus assez de carburant, qui est normalement le glucose. Et donc, c'est les moments où vous pouvez avoir des troubles de concentration, la vision floue, des fourmis dans les mains, une faim très très brutale, des choses comme ça. Et donc, vous le savez, hein, quand vous sentez ce genre de symptômes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre du glucose. Et donc, pour quelqu'un qui n'a pas un diabète de type 1, qui ne vit pas avec un traitement par insuline, il se dit que finalement, c'est pas un si grand problème parce qu'on ressent des symptômes, on prend du sucre, les choses se résolvent assez rapidement et puis c'est fini. En réalité, vous savez que c'est pas si simple, hein. Déjà, ces symptômes, ils sont pas agréables. Ensuite, ils peuvent survenir à des moments qui sont pas du tout adéquats pendant qu'on travaille, pendant qu'on fait quelque chose d'important. Et puis, ça, c'est une des choses qui a été montrée dans l'étude que je cite en bas. Ça peut aussi induire une très grande frustration. D'abord parce que, euh, en fait, on a beau tout faire comme prévu, on prend la dose d'insuline qu'il faut, on mange ce qu'il faut au bon moment. Enfin, tout est comme d'habitude. Et puis, l'hypoglycémie, elle survient quand même, ce qui est très frustrant en soi. Et le fait que les gens ne comprennent pas que c'est un vrai fardeau, ça peut être frustrant aussi. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Le deuxième, c'est que parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Donc soit que on est trop pressé et qu'on n'a pas le temps de réfléchir à ça, ou qu'on est parti le matin en oubliant le sucre à la maison, ou qu'on a justement ce dont on parlait avant, qui est cette perte de sensibilité aux hypoglycémies qu'on retrouve chez à peu près 20 à 25% des personnes qui ont un diabète de type 1. Et dans tous ces cas-là, ce qui peut se passer, c'est qu'on ne va pas prendre le sucre ou le glucose à temps et que ce qui peut survenir, c'est une hypoglycémie sévère. Donc, pour rappel, l'hypoglycémie sévère, c'est quand vous avez besoin de l'assistance d'une autre personne pour prendre du sucre, enfin, ou toute forme de glucose. Et donc, à la fois ce côté désagréable, ce côté frustrant et le risque d'avoir une hypoglycémie sévère, ça fait qu'on peut avoir une peur de l'hypoglycémie. Ok, alors, avant de parler des conséquences, d'autres choses, déjà, comment est-ce qu'on évalue cette présence de peur de l'hypoglycémie et surtout son intensité? C'est important de l'évaluer parce que pour la recherche, pour déjà savoir ce qui va marcher ou pas, et aussi dans votre vie de tous les jours, quand vous allez être suivi avec vos professionnels de santé, pour évaluer si quand on fait quelque chose pour essayer de vous aider de ce point de vue-là, si vous avez une peur de l'hypoglycémie trop intense, il y a des choses qui fonctionnent. Donc il y a plein de scores différents. Vous voyez, ils ont des tas de noms différents un peu barbares. L'idée, c'est, enfin, le plus fréquent, celui qui est le plus utilisé dans les études, c'est le premier, celui qui s'appelle HFS2.
Et après, il y en a pour les parents, pour les comportements, certains plus courts pour qu'ils soient plus faciles à utiliser, etc. Mais enfin, l'idée, c'est toujours à peu près la même, vous allez voir. C'est des questions auxquelles vous avez répondu quand vous avez répondu au questionnaire de Better, qui vont essayer de savoir un petit peu ce qui manifeste votre peur de l'hypoglycémie. Et donc, bah, par exemple, HFS2, dont je vous montre les questions ici, il va vous demander si toutes les questions là vous arrivent jamais, ça va être 0 point, ou très souvent, c'est 4 points. Et ensuite, on va additionner tous ces scores et on arrive à un score global. Donc, bah, ça va être des questions sur les comportements qui sont liés à une peur de l'hypoglycémie. Est-ce que, par exemple, vous mangez souvent de grandes collations? Est-ce que vous essayez de tout le temps laisser votre glycémie assez élevée? Est-ce que vous limitez souvent votre exercice physique? Et puis, vraiment la question de la peur, de l'anxiété liée à la peur, à l'hypoglycémie. Et donc là, c'est est-ce que vous avez souvent peur de perdre connaissance en public, ou que ce soit tout seul, ou pendant que vous conduisez, ou pendant que vous dormez. Donc voilà, là maintenant, on voit à peu près comment on évalue tout ça. Et donc, bah, maintenant, on va essayer de savoir un petit peu pourquoi certaines personnes vont développer cette peur très intense de l'hypoglycémie. Est-ce qu'il y a des personnes chez qui ça va être plus intense que d'autres? Voilà, quelles sont les raisons en dehors de ce que j'ai dit? Tout simplement, bah, on a peur d'avoir des choses désagréables ou un peu dangereuses. Enfin, dangereuses. Et bien d'abord, il y a une raison vraiment scientifique. Alors la phrase là, elle est un peu compliquée, mais en gros, ce que ça dit, c'est que les cellules du cerveau qui vont réagir quand vous avez une hypoglycémie, c'est les mêmes cellules qui vous donnent la réaction à la peur. Donc chez des souris en tout cas. Et donc chez ces souris, en gros, pour le dire autrement, si elles ont une hypoglycémie, ça va leur induire une sensation de peur. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et une autre expérience qui a été faite cette fois-ci chez des rats, là, les chercheurs, ils avaient induit des petites hypoglycémies modérées de façon répétée à des rats dans leur enfance, donc chez des jeunes rats. Et ensuite, ils ont arrêté de faire ça et ils ont regardé ce qui se passait par la suite. Et en fait, ils se sont rendus compte de choses assez étonnantes, c'est que ces rats qui n'avaient plus d'hypoglycémie à ce moment-là, ils avaient plus de mal à se séparer de leur mère, ils sursautaient plus quand ils entendaient du bruit, ils avaient plus de réactions de peur en général. Ils avaient plus d'hormones de stress et ils jouaient moins avec leurs congénères rats. Donc vous voyez qu'en fait, on avait induit juste en donnant des petites hypoglycémies à ces petits rats, quelque chose qui ressemblait à un syndrome de stress post-traumatique. Donc bon, on va passer aux humains quand même. Bah, chez les humains, il y a des études qui ont montré que certaines circonstances allaient faire qu'après, on développe une peur de l'hypoglycémie plus forte. Et donc ça commence dès le temps de l'annonce du diabète chez des gens à qui on annonce, enfin, chez qui l'annonce du diabète est faite de façon trop alarmiste, donc quand on leur décrit un tableau très très sombre où les choses vont mal se passer, ou à l'inverse, si on leur dit que c'est une maladie qui est très facile et qu'il n'y a plus tellement de jeux, ça va, c'est pas si compliqué, vous allez voir. Bah, dans les deux sens, en fait, après, la vraie vie, elle correspond pas à ce qu'on a dit, et ça peut faire qu'on va développer une peur plus intense. Et ensuite, pendant le suivi, bah, ça, c'est aussi des études qui rapportent que les personnes qui vivent avec le diabète de type 1, elles trouvent qu'elles n'ont souvent pas assez de soutien pratique. Et il n'y a pas assez de questions de la part des professionnels de santé et de discussions sur comment on peut faire au travail, comment on peut gérer le sport, est-ce que le moral va bien, etc. Et enfin, bah, ça, c'est une étude issue du registre Better. Ça a montré que quand on sentait plus de stigma de la part des gens autour de nous, quand on a l'impression que les gens nous jugent, bah, on a plus peur de l'hypoglycémie aussi. Mais bon, néanmoins, la chose la plus importante pour développer une peur de l'hypoglycémie intense, c'est le fait d'avoir vécu déjà des hypoglycémies sévères. Ça, c'est vraiment ce qui ressort le plus. Et puis d'avoir une variabilité nocturne importante. Même si on n'a pas forcément des hypoglycémies très intenses, le fait de jamais savoir ce qui va se passer, ça monte, ça descend, etc., ça, c'est aussi très anxiogène. Et puis, il y a des personnes qui sont plus à risque. Alors, les études montrent quasiment toutes que les femmes ont plus peur de l'hypoglycémie que les hommes, pour des tas de raisons sociétales, médicales, etc. En revanche, l'âge et la durée de diabète, c'est assez débattu. Il y a des études qui disent que plus on a un diabète depuis longtemps, moins on a peur, et d'autres exactement l'inverse. Donc, on va dire que probablement, il n'y a pas tellement d'effet. Quelque chose d'assez étonnant, c'est que les gens qui vivent en Europe de l'Ouest et au Canada ont plutôt moins peur que les autres. On ne sait pas exactement pourquoi. Et puis surtout, ça dépend aussi de l'état émotionnel préexistant. Donc des personnes qui avaient déjà des traits anxieux ou une dépression avant le diabète sont plus à risque d'avoir une peur de l'hypoglycémie. Donc, ok, là on voit qui peut développer et pourquoi on peut développer une peur de l'hypoglycémie. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment un problème? Parce qu'on pourrait se dire, bah, c'est normal, finalement, c'est une réaction normale à une situation stressante. Peut-être même que ça permet de réagir de façon plus adaptée parce que si on a peur de l'hypoglycémie, on va essayer de l'éviter et on va faire ce qu'il faut. Donc,
est-ce que vraiment il faut qu'on s'en inquiète? Donc ça, on va voir que oui, globalement, la réponse c'est oui. Pourquoi? Alors, en fait, ça dépend de à qui vous demandez. Si vous demandez à des instances de santé publique, au ministère, etc., ils vont se demander, bah, est-ce que ça empêche les gens de travailler et de rapporter des sous? Ça peut un petit peu, il y a une étude qui le montre. Donc pour eux, ça va leur dire oui. Après, nous, c'est pas ce qui nous importe le plus aujourd'hui. Pour les personnels de santé, la question, ça va être, est-ce que ça a un impact sur l'équilibre glycémique? Alors, dès les années 90, on s'était posé la question, parce que vous savez que dans les années 90, c'est le moment où il y a eu les études, dont une qui s'appelait DCCT, qui a montré que si on arrivait à garder des taux de sucre plus bas, on évitait les complications sur le long terme. Et donc, les recommandations ont été de dire il faut qu'on fasse de l'insuline de façon plus intense, qu'on baisse plus les glycémies pour éviter ces complications. Et en fait, on avait demandé aux gens enfin, aux personnes qui avaient peur de l'hypoglycémie, et c'est vrai qu'elles avaient plus peur de ces nouvelles recommandations que les autres et qu'elles disaient qu'elles allaient moins les suivre. Et puis finalement, bah, aujourd'hui, vous savez bien que les insulines, elles ont évolué, il y a les nouvelles technologies, etc. Donc, est-ce que c'est encore vrai? Bah, vous allez voir qu'en fait, on ne sait pas exactement, c'est pas si simple que ça de répondre à cette question. Il y a certaines études qui disent que oui, les personnes qui ont peur de l'hypoglycémie, elles ont plus de difficultés à gérer leur diabète. Par exemple, elles prennent plus de snacks au coucher, elles ont plus d'apports caloriques sur la journée. Elles évitent souvent les bolus au repas, du soir surtout, pour éviter les hypoglycémies plus tard dans la nuit. Bon, il y a un point qui est plutôt positif, c'est qu'elle diminue la quantité d'alcool consommée au total pour éviter les hypos aussi. Et puis, bah, il peut y avoir des délais de bolus, vous savez, les prendre un peu trop tard au moment du repas, par exemple, en se disant qu'on va éviter l'hypo enfin, pour les repas, alors qu'en fait, c'est même plutôt à risque, ce genre de comportement. Mais il y a d'autres études qui disent plutôt le contraire. Par exemple, il y en a une qui disent non, ces évitements de bolus ou ces délais de bolus, en fait, oui, c'est vrai, on les voit, mais plutôt chez les gens qui ont un diabète de type 2 avec de l'insuline, mais pas chez les gens qui ont un diabète de type 1. Certaines autres ont regardé ce qui se passait avec les systèmes de suivi du glucose en continu et on dit la variabilité glycémique, elle change pas, qu'on ait une peur de l'hypo intense ou pas. Et enfin, il y a même des études qui montrent que chez les enfants et les adolescents qui ont plus peur de l'hypo, l'équilibre glycémique est plutôt plus proche des objectifs que chez ceux qui n'avaient pas peur. Donc vous voyez qu'en fait, c'est pas du tout quelque chose de certain. Est-ce que ça a un effet? Et puis l'autre question, c'est aussi est-ce que ça a un effet sur l'activité physique? Ce qu'on sait, et ça c'est des choses qu'on est en train de remontrer dans certaines études de Better, c'est que les adultes qui vivent avec le diabète de type 1, ils font plutôt moins d'activité physique que la population générale. Chez les enfants, c'est plus débattu. Et en fait, souvent, la première barrière à l'activité physique évoquée, c'est la peur de l'hypoglycémie. Mais en fait, l'analyse, elle est très complexe parce que c'est pas parce qu'on dit que c'est une barrière importante que ça nous empêche en vrai d'aller faire de l'activité physique. Et en fait, il y a certaines études qui montrent que, par exemple, les enfants qui font le plus d'activité physique, c'est ceux qui ont le plus peur de l'hypo aussi parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils vont en avoir quand ils font de l'activité. Donc, c'est des analyses très complexes et en fait, on ne sait pas tellement. Donc, vous voyez qu'en fait, ces questions-là, elles sont pas tellement tranchées. En revanche, quelque chose où on a l'impression que toutes les études disent la même chose, c'est la santé mentale. Donc ça, c'est vraiment retrouvé partout. Les personnes qui ont plus peur de l'hypo, elles ont plus de dépression, de fatigue, de troubles anxieux, de détresse liée au diabète. Elles participent souvent moins à la vie sociale. Elles peuvent avoir peur d'avoir des hypos lors des relations sexuelles, donc ça peut aussi être problématique. Souvent, l'acceptation du diabète est plus difficile et puis on peut observer plus de troubles de sommeil. Alors, je vous rappelle ce que je vous avais dit tout à l'heure, hein, c'est les personnes qui ont souvent des traits anxieux initialement ou des dépressions initialement qui sont le plus à risque d'avoir des grandes peurs de l'hypo. Donc ça peut aussi être ça qui entraîne ces choses-là. Mais on pense quand même que la peur en elle-même va induire des difficultés de santé mentale. Et puis ça se reflète au niveau de la qualité de vie. Et ça, on voit que la qualité de vie, elle est plutôt moins bonne quand il y a une grande peur de l'hypo. Et ça se retrouve chez les hommes, chez les femmes, chez les adultes ou chez les adolescents. Donc vous voyez que c'est vraiment pour ces raisons-là qu'on veut essayer d'agir là-dessus et de diminuer cette peur de l'hypoglycémie, surtout pour aider pour la santé mentale et la qualité de vie. Et alors, en dehors des personnes qui vivent avec le diabète de type 1, c'est aussi vrai pour les parents. Exactement la même chose. Sur l'équilibre glycémique, on n'est pas si sûr. En revanche, les parents d'enfants enfin, les parents qui ont très peur de l'hypoglycémie, ils ont plus de détresse, plus de stress parental, de burn-out et surtout beaucoup plus de problèmes de sommeil. Ça peut parfois induire des conflits avec les enfants, notamment au moment des repas. Et puis, il y a certaines spécificités. On a vu que les mères ont plus peur que les pères. Et malheureusement, c'est notamment dans les études parce que c'est surtout elles qui s'occupent du diabète. Euh, il y a une chose rassurante quand même qui est le fait que la peur diminue quand l'âge des enfants augmente. Donc quand ils grandissent, ça va mieux, surtout si on leur fait confiance. Et puis quelque chose de plutôt rassurant, je trouve aussi, c'est que les parents ont en fait plus peur que leurs enfants. Donc si vous êtes parent d'un enfant avec un diabète de type 1, vous pouvez vous dire qu'il le vit plutôt mieux que vous au niveau de la peur de l'hypoglycémie.
Et puis, bah, ça se retrouve aussi pour les conjoints qui peuvent aussi avoir plus de troubles du sommeil, ça peut affecter les relations de couple. Et en fait, ce qu'on a pu voir, c'est que les conjoints qui n'ont pas eux-mêmes un diabète de type 1 peuvent avoir plus peur que s'ils vivent aussi avec le diabète. Et puis, bah, il y a aussi les autres, et notamment bah, les profs, les professeurs, les instituteurs. Ça, quand on fait des formations pour prendre en charge l'hypoglycémie, ça permet d'améliorer l'inclusion des enfants qui vivent avec le diabète de type 1. Et malheureusement, ces formations, bah, elles sont parfois difficiles à mettre en place ou pas mises en place. Et puis, bah, les professionnels de santé, il faut aussi nous inclure là-dedans. Et je suis un peu triste de dire qu'il y a des études qui datent là assez récentes, hein, des années 2020, qui montrent que le traitement des glycémies est toujours inadéquat actuellement pour les personnes qui ont un diabète quand elles sont hospitalisées dans des services de chirurgie ou de soins intensifs, parce que les professionnels de santé ont peur d'induire des hypoglycémies. Et puis, bah, les études rapportent toujours des manques de discussion sur les hypoglycémies, leurs conséquences, etc. Donc, il y a du travail à faire, et ça, c'est des choses qu'on sait et sur lesquelles il faut qu'on travaille pour améliorer tout ça. Alors, je suis désolée, j'ai fait un petit peu toute la partie un peu déprimante, mais là, on arrive à la dernière partie qui est la partie plus positive, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Et oui, il y a des choses à faire. Donc déjà, il y a la suite de l'histoire sur les technologies et comment on traite un diabète. Donc, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de choses dans le temps. Et juste avant de commencer, enfin, avant de commencer cette partie, je veux juste vous attirer votre attention sur une chose qui s'appelle l'effet Hawthorne, qui est le fait que quand on participe à une étude, ça peut avoir un effet en soi. Donc, par exemple, bah, si on veut tester l'effet de l'utilisation d'un système de suivi du glucose en continu, et qu'on n'a pas un groupe qui n'en a pas, et ben, tout simplement, le fait d'être dans cette étude, qu'on vous téléphone fréquemment pour savoir comment ça se passe, d'avoir des consultations plus fréquentes que d'habitude, etc., ça peut diminuer en soi la peur de l'hypoglycémie. Et en fait, c'est pas l'effet du dispositif lui-même. Et donc ça, c'est très important à garder en tête dans les études que je vous montre, parce que souvent, ça n'a pas été fait contre un groupe qui n'avait pas de traitement. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc je vous avais dit, dans les années 1990, l'idée c'était d'intensifier le traitement par insuline pour éviter les complications au long terme. Et puis, bah, sont arrivées les nouvelles insulines petit à petit. Il y a eu l'Humalog ou Admelog, puis la Glargine ou la Lantus, puis plus récemment la Degludec ou Tresiba. Et donc, toutes ces nouvelles insulines ont permis de diminuer un petit peu le risque d'hypoglycémie et donc de diminuer un petit peu la peur de l'hypoglycémie. Mais là, vous voyez la diminution de 4 points du HFS score, c'est pas beaucoup. Donc, ça a très légèrement eu un effet. Et puis sont arrivés les dispositifs de surveillance continue du glucose. Donc globalement, c'est le freestyle et le Dexcom pour les gens qui n'ont pas de pompe avec des capteurs. Et donc ces systèmes-là, ils ont permis d'aider pour l'équilibre glycémique, ils ont amélioré le sommeil. La peur, en revanche, a été améliorée surtout chez les personnes qui avaient perdu la sensibilité, donc qui sentaient plus très bien leurs symptômes d'hypoglycémie. Mais quand on regarde en détail, ça diminuait surtout les comportements liés à la peur. Donc on faisait un peu moins de resucrage rapide, des choses comme ça. En revanche, l'inquiétude elle-même, elle était toujours là. Et même parfois, elle augmentait parce qu'on voyait plus qu'avant qu'on avait des hypoglycémies. Donc parfois, ça peut même avoir eu un effet paradoxal. En revanche, ce dont on a l'impression que ça a vraiment été efficace, c'est l'arrivée des alarmes avec ces capteurs, donc les nouvelles générations de Freestyle et de Dexcom. Et ça, vraiment, ça a permis de diminuer les hypoglycémies sévères et de faire vraiment baisser les scores de peur de l'hypoglycémie de 100 à 10 points. Là, ça a vraiment un effet, a priori. Surtout chez les gens qui avaient des glycémies soit assez élevées, soit franchement basses à la base. Et puis il y a eu les pompes avec arrêt avant hypoglycémie et finalement les systèmes automatisés aux boucles fermées. Donc celles de première génération, la 640G par exemple, elles étaient beaucoup arrêtées parce qu'il y avait beaucoup d'alarmes, beaucoup de calibrations, donc on avait du mal à voir un effet. En revanche, les nouvelles, donc la 780, la Control IQ, là ça commence à être vraiment efficace parce que pareil, ça diminue les hypoglycémies sévères. Donc chez les adultes ou chez les parents d'enfants qui ont un diabète de type 1, ça a franchement diminué la peur de l'hypoglycémie. En revanche, les études chez l'adolescent montrent que ce n'est pas si efficace pour eux. Et puis, il y a le glucagon nasal qui est disponible depuis les années 2020. Donc, vous savez, il est plus facile d'apprentissage que quand c'était une injection à préparer, etc. Dans le stress, c'était compliqué. Mais finalement, il a amélioré la peur, mais pas tant que ça. Donc, voilà, c'est efficace, mais pas tant. Alors, en dehors des nouvelles technologies, qu'est-ce qu'on peut faire pour de bon? Parce qu'on a quand même envie de pouvoir agir. Eh bien, il y a des programmes, alors, dont un certain nombre avaient été développés surtout pour améliorer la sensibilité, ressentir ces hypoglycémies, mais aussi certains vraiment pour la peur de l'hypoglycémie. Donc, vous voyez, je vous ai mis un certain nombre de noms.
Red Chip, c'est pour les parents qui ont peur de l'hypoglycémie. Hypocompass, c'était surtout pour les personnes qui avaient une perte de sensibilité. Mais tout cela, ils ont un effet sur la peur de l'hypoglycémie. Donc, avant de vous dire quels en sont les principes et qu'est-ce qu'il faut en retenir, est-ce que ça marche déjà? Parce que c'est important de le savoir. Oui, il marche, ça c'est certain, surtout Hypocompass par exemple. Il a fait baisser, vous voyez, de 18 points, ce qui est vraiment important. Donc ça fonctionne vraiment pour diminuer la peur de l'hypoglycémie. Et puis, en plus de diminuer la peur, ça améliore la sensibilité aux hypoglycémies, il y a moins d'hypoglycémie sévère, et parfois ça aide pour l'équilibre global du diabète. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces programmes? L'idée, c'est de faire des sessions de groupe. Alors, ça peut être 4 à 20 personnes. Ça peut être en présentiel ou en visio, et ça a été montré qu'en visio, ça marchait tout aussi bien. Ça a l'air d'être plus efficace quand c'est des courtes sessions, donc environ une demi-heure toutes les semaines pendant un mois à 3 mois à peu près. C'est plus efficace que des programmes intensifs sur un gros week-end ou sur des bootcamps, des choses comme ça. Et puis, un des résultats que je trouve encourageants et qui font assez plaisir, c'est que les participants de ces groupes qui essayent d'aider les autres à résoudre leurs problèmes, eh ben, ils ont plus de diminution de la peur de l'hypoglycémie que les autres. Alors, bah, qu'est-ce qu'on fait dans ces programmes? Évidemment, là, je ne vais pas pouvoir vous donner ce programme en entier. Et puis, je sais que parfois, ça peut être difficile d'y avoir accès dans plein d'endroits. En revanche, je peux vous donner un peu les grands principes. Donc, ils ont été résumés dans l'étude qui est citée en bas, qui a vraiment bien résumé les choses. Et donc, vous allez voir qu'on peut proposer des choses différentes selon que les personnes sont à risque d'hypoglycémie sévère ou pas. Alors, vous êtes dans le groupe des personnes qui sont à risque d'hypoglycémie sévère. Globalement, si vous-même, vous avez eu une hypoglycémie sévère, disons dans les 2 ou 3 dernières années, que vous avez des hypoglycémies très fréquentes, vraiment plusieurs fois dans la semaine, ou que vous sentez pas très bien vos hypoglycémies. Donc tout ça, là, oui, vous êtes à risque. Dans ce cas-là, les conseils s'appellent Be Safe, donc être en sécurité. Donc qu'est-ce que c'est ces conseils? D'abord, c'est se poser des questions. Pourquoi est-ce que j'ai un risque d'hypoglycémie? Est-ce que je prends beaucoup de médicaments qui interfèrent et qui peuvent donner des hypos? Est-ce que je prends trop d'insuline? Et si oui, bah, quelle insuline est trop dosée? Est-ce que c'est ma lente? Est-ce que c'est ma rapide? Ou si j'ai une pompe, ma basale, mes bolus, etc. Et discuter de ça avec ces professionnels de santé pour essayer d'améliorer, enfin de trouver ce qu'il faut changer pour diminuer peut-être votre risque d'hypoglycémie. Ensuite, la deuxième question, c'est quand est-ce que je suis à risque? À quel moment de la journée? Est-ce que c'est après les repas, après de l'activité physique, et pendant des vacances, au moment où je travaille, à certains moments du cycle menstruel pour les femmes? Il y a plein de choses où on peut trouver à quel moment on est en plus à risque d'hypoglycémie pour être vraiment attentif à ces moments-là et savoir réagir le plus vite possible. Ensuite, bah, l'utilisation des technologies, oui, ça peut aider, hein. La boucle fermée peut aider pour ce genre de cas, les alarmes évidemment, etc. Et dans ce cas-là, bah, après, il faut toujours être prêt à traiter son hypoglycémie avec des plans très bien définis. Donc l'idée, c'est de savoir quel type de glucose on va utiliser, en quelle quantité, savoir si on l'a toujours sur soi, savoir si on a du glucagon, si oui, où est-il, et est-ce que quelqu'un dans l'entourage sait l'utiliser. Ça, c'est une chose, là, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure, je suis en train de faire une étude sur les personnes qui ont une perte de sensibilité à l'hypoglycémie dans Better. Et on s'est rendu compte que 40% des personnes n'avaient aucune personne de son entourage qui savait utiliser le glucagon. Ce qui est vraiment problématique parce qu'en fait, si on a une hypoglycémie sévère, c'est quand même pratique d'avoir quelqu'un qui peut réagir. Donc ça, c'est vraiment avoir un plan bien défini. Il faut avoir un seuil où on ne va pas retarder son traitement. Donc ça veut dire que si vous, disons, votre seuil il est à 0,6, quoi que vous soyez en train de faire, même si à ce moment-là vous avez quelque chose de très important, enfin 0,6 ou à 3 millimoles par exemple, et ben à 3 millimoles, il faut se dire, quoi qu'il arrive, je prends mon sucre, mon glucose, ou 3,9, enfin peu importe, c'était un exemple. Et enfin, pour les personnes qui ont une perte de sensibilité à l'hypoglycémie, l'idée c'est d'éviter toute hypoglycémie pendant une courte période. Donc ça peut être choquant pour quelqu'un qui a envie d'être parfaitement équilibré, mais l'idée c'est de se dire on a zéro hypoglycémie pendant 2, 3 semaines. Donc même si on doit se mettre des objectifs un peu trop hauts pendant cette période, ça va permettre au corps de ressentir ces symptômes de l'hypoglycémie qu'il avait perdus et de retrouver même des signes très, très, très subtils pour savoir réagir plus vite. Et tout ça, l'idée, c'est qu'on va savoir mieux reconnaître ces hypoglycémies, savoir mieux les prendre en charge, avoir des plans qui permettent d'être de nouveau soit la personne qui est responsable de ce qui se passe et pas de subir les choses qui se passent. Et ça permet vraiment de diminuer la crainte. Ensuite, pour les personnes qui n'ont pas de risque d'hypoglycémie, donc ça, c'est les personnes,
Euh, Disons, si vous n'avez pas eu d'hypoglycémie sévère dans les 2 ou 3 dernières années au moins, si vous avez maximum 2 ou 3 hypoglycémies par semaine, si vous sentez bien vos hypoglycémies, là, vous n'êtes pas à risque d'hypo sévère. En revanche, vous pouvez quand même avoir une peur intense de l'hypoglycémie parce que vous avez eu une très mauvaise expérience dans le passé, parce que c'est arrivé devant des gens, enfin, il y a des tas de raisons. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est suivre plutôt les conseils qui s'appellent feel safe, se sentir en sécurité. Donc, encore une fois, on peut utiliser les technologies, pas forcément de la même façon. On peut par exemple partager les données avec quelqu'un d'autre. Parfois, il faut le faire de façon graduelle pour pas se stresser encore plus en voyant des hippos. Et là, l'idée, ça va être plus de différencier ces symptômes. Est-ce que c'est des symptômes d'hypoglycémie ou d'anxiété? Parce que ce sont des symptômes qui se ressemblent beaucoup. Le cœur qui bat très vite, les tremblements, tout ça, ça peut tout à fait être de la peur en soi. Donc l'idée, ça va être qu'on peut par exemple apprendre des techniques de relaxation. Et quand on commence à avoir ces symptômes, on peut essayer de tester ces techniques de relaxation et voir si les symptômes disparaissent. S'ils disparaissent, a priori, c'était plutôt de l'anxiété. Alors évidemment, encore une fois, c'est pour les gens qui ne sont pas à risque d'hypoglycémie sévère. Il ne faut pas le faire si on a un risque, parce que là, il faut évidemment tester tout de suite, hein. Donc c'est vraiment pour des gens qui n'ont pas de risque. Mais l'idée, c'est de permettre de sortir de ce cycle hypoglycémie, angoisse, je ne sais plus lequel c'est, j'ai peur d'avoir une hypoglycémie, donc j'ai encore plus de symptômes, etc. Et puis après, on peut aussi réévaluer son traitement. Donc, combien de temps on met quand on utilise son glucose habituel pour remonter de 3 millimoles par litre? Avec quel type de glucose on remonte le plus vite? En quelle quantité? Voir que c'est pas parce qu'on prend énormément de quantité de glucose que ça fait monter plus vite, etc. Trouver tout ça, trouver ce qui nous correspond le mieux. Et également des stratégies pour gérer la période d'attente. Donc, vous savez, le moment entre quand vous avez pris le glucose et le fait que votre glycémie est redevenue normale. Cette période, elle peut être très stressante aussi. Et donc l'idée, c'est d'apprendre, enfin, de trouver soi-même des stratégies qui vont nous permettre d'arriver à bien le vivre et d'attendre que les choses remontent tranquillement. Donc par exemple, discuter avec quelqu'un, avoir une occupation, des choses comme ça. Et enfin, on peut faire ce qu'on appelle la technique d'exposition progressive avec des objectifs personnalisés. Alors qu'est-ce que c'est? En pratique, par exemple, si vous avez peur de faire du sport à cause de l'hypoglycémie, ça va être de faire des choses très très progressives. Donc, vous allez par exemple commencer à aller marcher autour de chez vous avec, avec quelqu'un qui vous accompagne pendant 10 minutes. Après, peut-être de courir 30 secondes avec la personne, puis 1 minute. Puis peut-être qu'une fois que vous aurez fait ça, vous allez vous sentir assez en confiance pour aller faire ça tout seul, etc. Mais vraiment le faire de façon très très progressive pour diminuer ces sensations de peur petit à petit et réussir à nouveau à faire des choses qui jusque-là étaient difficiles. Et puis, encore quelques petites autres choses qui ont été montrées. Alors ça, c'est dans le diabète de type 2. Il y a eu une étude sur l'EMDR. Donc, vous savez, c'est ces techniques où on fait bouger les yeux et qui sont très efficaces pour par exemple, quand il y a des syndromes de stress post-traumatique. Et ben, dans le diabète de type 2, ça peut aider à faire baisser la peur de l'hypoglycémie. Mais c'est une seule étude. Il peut aussi il y a une étude qui avait montré qu'on pouvait aussi faire baisser la peur des personnels de santé. Donc, ça peut aussi marcher, ce qui peut après être utile dans la suite, dans les suites. Et puis, pour finir avec des choses qui sont directement liées à Better, la plateforme support, qui est donc, vous savez, une plateforme d'auto-apprentissage où vous pouvez faire des petits cours progressifs, etc. Il y a également des choses sur la peur de l'hypoglycémie. Et il y a une étude qui a été parue en 2023 qui a montré qu'à 12 mois, pour les personnes qui avaient suivi ces auto-apprentissages, la peur de l'hypoglycémie diminuait aussi. Donc, vous voyez qu'il y a même des outils en lien avec Better pour faire baisser cette peur. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? La peur de l'hypoglycémie, c'est vraiment une réaction normale à des événements angoissants. Donc, il ne faut pas s'en vouloir si on a très peur de l'hypoglycémie. Le problème, c'est que c'est normal, effectivement, mais si cette peur devient envahissante, ça peut avoir un impact très important sur la qualité de vie. Et c'est vraiment pour ça qu'on veut essayer d'agir là-dessus. Les nouvelles technologies, oui, elles peuvent aider. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser les alarmes du CGM, à essayer d'utiliser les boucles fermées récentes, etc. Mais pas suffisamment et ça ne fait pas disparaître toute cette charge. Euh, En revanche, quelle que soit la situation, que vous ayez un risque d'hypoglycémie sévère ou pas, une perte de sensibilité aux hypos ou pas, il y a des solutions qui existent pour atténuer cette peur. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler à vos professionnels de santé et à essayer de faire quelque chose pour améliorer votre qualité de vie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Laure. Excuse-moi, j'étais en train d'essayer de... En fait, je voudrais juste renvoyer, j'avais mis dans le chat un lien pour un document qu'on avait développé justement dans le cadre de support sur la respiration abdominale.
qui est une technique de relaxation qui peut être utilisée justement dans des moments où on se sent anxieux. On a vérifié que c'était pas une hypoglycémie, donc on sait que c'est vraiment pas que c'est pas ça le problème. Alors je vais essayer de le recoller ici en espérant que ça va fonctionner cette fois-ci. Voilà, je pense que c'est bon. Merci beaucoup Laure, c'était vraiment j'ai beaucoup apprécié. Je vois beaucoup de petits témoignages de gens qui ont l'air d'avoir apprécié également. C'était vraiment concret, pratico-pratique, avec beaucoup de belles solutions pour essayer de sortir de cette peur de l'hypoglycémie qui, effectivement, comme tu le dis si bien, impacte, c'est ça, la qualité de vie, le quotidien, l'aspect bien-être, etc. Alors, en plus d'avoir un impact éventuel sur la gestion des glycémies. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais j'invite, alors je vois qu'il y a une main levée, mais on ne peut pas donner la parole malheureusement de façon orale, mais n'hésitez pas à utiliser le QR pour indiquer vos questions. Donc c'est ça, comme je disais, mis un document pour la respiration abdominale et je vous ai également mis le lien donc pour découvrir Support, qui est une plateforme de formation que nous avons développée avec le projet Better et qui est accessible gratuitement pour tous les adultes, mais également les professionnels de la santé, les adultes qui vivent avec le diabète de type 1, pardon, et les professionnels de la santé. Alors n'hésitez pas à aller créer votre compte si vous faites partie de ces deux catégories. On travaille fort là en ce moment à la rendre accessible aussi en fait, elle est accessible pour les adolescents, mais seulement dans le cadre de cliniques. Mais le but, c'est qu'après, on veut que cette plateforme devienne ouverte à toutes et à tous dans le futur. Il y a effectivement beaucoup d'informations sur l'hypoglycémie, sa gestion, mais tellement d'autres aspects de la vie avec le diabète de type 1, nutrition, santé mentale, activité physique. Donc, n'hésitez pas à aller créer votre compte puis la naviguer. Alors, je vois pas de questions, mais je pense que c'est un témoignage que ta présentation était vraiment claire, Laure. Je vais laisser peut-être encore une petite minute ou deux pour les éventuelles personnes qui auraient des questions pour toi. Puis sinon, je pense qu'on va pouvoir clore la présentation. Mais merci encore, Laure, de venir et d'avoir été chercher toutes ces belles études pour nous partager ton savoir. Euh, alors, il y a une question, mais ça, c'est une question très large. Mais comment est-ce qu'on peut réagir à une hypoglycémie qui n'est pas prévue? Alors, est-ce que tu veux, je te laisse la réponse. Bah, enfin, je suis pas sûre de, de savoir enfin, savoir exactement quelle est la question, mais l'idée c'est vraiment de faire ce qui est, enfin, justement, c'est d'avoir un plan pour être toujours prêt, quoi. Donc, même si c'est, enfin, par définition, c'est souvent pas prévu l'hypoglycémie, parce qu'on aimerait bien qu'elle n'arrive pas, mais bah, parfois, on ne sait pas pourquoi, mais elles vont arriver quand même. Même avec des boucles fermées. Donc l'idée, c'est d'avoir un plan pour bah, un plan de bataille presque pour savoir exactement ce qu'on va faire quand ça arrive, quoi. Donc avoir toujours de quoi se resucrer sur soi, prévenir si vous êtes à l'aise d'en parler autour de vous, que les gens sachent aussi que ça risque de vous arriver, que vous devez prendre quelque chose parce que bah, ça permet qu'on vous juge pas. Enfin, normalement, on espère qu'on n'est pas jugé, mais parfois, malheureusement, c'est le cas. Donc, bah, que les gens soient au courant autour, ça peut aussi aider pour que, on vous laisse tranquille et que vous puissiez gérer aussi bien que possible, quoi. Ouais, tu l'avais bien mentionné effectivement tout à l'heure aussi. Donc, c'est ça d'être prêt, de ne pas se faire prendre au dépourvu et de se retrouver sans le matériel nécessaire face à l'hypoglycémie. Puis, c'est vrai que toutes les nouvelles technologies, comme c'est ça, les lecteurs en continu, Dexcom, Freestyle, permettent d'être prévenus avant en fait que l'hypoglycémie survienne. Alors, des fois, de mettre des alarmes un peu plus élevées aussi, ça peut être un bon moyen. Ok, merci. Et j'ai une autre question. Alors, je ne suis pas sûre de non plus je vais te la lire, Laure. Est-ce qu'il y a un lien clinique entre le traitement de l'hypoglycémie et PTSD? J'imagine c'est le syndrome post-traumatique. Alors, j'ai pas trouvé de choses. Enfin, encore une fois, il y a des symptômes qui sont très proches finalement entre les deux. Donc, enfin, on peut presque dire que c'en est un pour certaines personnes qui ont eu une hypoglycémie sévère dans le passé, des choses comme ça. Après, j'ai pas vu d'études réelles sur des gens qui ont eu un PTSD et la peur de l'hypo. Donc, je saurais pas répondre de façon très précise.
Merci, merci quand même pour ces précisions. Puis, le sirop d'érable est-il un bon glucose à prendre en cas d'hypoglycémie? Alors, j'avoue que en France, on l'utilise pas trop, beaucoup moins qu'au Canada. A priori, je pense que oui, parce que ça devrait faire monter rapidement quand même. Euh, Euh, je confirme effectivement que oui. En fait, je pourrais même, je suis en train de regarder. Je vais également vous partager un autre document qui est aussi un document qu'on a développé avec support et qui vous donne des idées donc de traitement en cas d'hypoglycémie. Je pense que le lien a bien fonctionné. Donc effectivement, le sirop d'érable, c'est un sucre très rapide, fait que ça va fonctionner très bien pour corriger l'hypoglycémie. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est exactement comme le miel. Donc, une cuillère à table de sirop d'érable en cas d'hypoglycémie, c'est très bien. Là, ça va agir très rapidement et, euh, et voilà. Parfait. J'ai une dernière question. Alors, j'ai vraiment pas d'idée là. Je vais te la lire aussi. La H. pylori peut-elle avoir un impact pour faire une hypoglycémie? Alors, je ne sais pas. ok. Je suis désolée. Euh, Euh, c'est correct. Bah, j'imagine qu'on mange peut-être un peu moins quand on a des douleurs gastriques, mais à part ça, je ne sais pas si la bactérie elle-même a un effet. Honnêtement, je ne sais pas. On fera des recherches. C'est ça, oui. Ok, bah c'est ça. J'avais une autre question. Quel est le meilleur produit à prendre en cas d'hypoglycémie? Alors, je pense, j'invite à vous référer au document que j'ai partagé. Il y a vraiment tous les sucres les plus rapides qui sont listés dedans, puis on vous indique quelle quantité prendre. Mais ça, là encore, il y a des études menées récemment qui disent que ben, c'est ça la quantité qu'on suggère pour une hypoglycémie. Malheureusement, c'est une suggestion, mais il faut toujours prendre en compte ben, l'activité physique que vous avez fait. Il y a tellement de facteurs qui agissent dans le diabète de type 1 et qui peuvent être à l'origine des hypoglycémies. Alors, c'est une recommandation, il faut l'essayer et voir si ça fonctionne pour vous. C'est ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions que nous avions. Alors, il va me rester à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée, à vous remercier. Alors, on me dit que le lien ne fonctionne pas. Est-ce que moi, ça fonctionne de mon côté? Je vais vous mettre je vais vous mettre le lien vers la page des PDF en fait qui est sur le site en ce moment et ils sont tous dedans donc ça devrait aider. Voilà. Donc, encore une fois, bonne journée à toutes et à tous. Merci d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. La rediffusion sera mise sur notre site d'ici la fin de la journée si jamais vous aviez envie de la revoir ou de la partager autour de vous. On se retrouve. Le prochain webinaire sera au mois de juillet. Donc, on vous annoncera le thème très prochainement. Et merci encore, Laure, d'être venue parler de tout ça avec nous. Bonne journée à tous.